Bonjour à tous, je m'appelle Francis Anguellet, je suis le CEO et fondateur de l'école Théodros. J'inaugure pour cette rentrée 2025 une série de podcasts sur la thématique de la formation, de l'éducation, des nouvelles technologies du monde sales. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai fondé l'école Théodros, qui est une école qui est dédiée à la formation des commerciaux dans la tech, dans les nouvelles technologies. Comme vous le savez, il y a un vrai sujet aujourd'hui en Afrique, et pas que d'ailleurs, sur le recrutement et la formation des commerciaux. On a deux piliers, un pilier sur les soft skills et un deuxième pilier sur l'acculturation technologique. Pour cette série de podcasts, vous allez avoir durant cette année une série de personnalités inspirantes, étonnantes, des personnalités qui font l'actualité technologique de l'Afrique. À chaque fois, vous aurez un prisme sur peut-être les ventes, peut-être sur l'actualité de l'écosystème tech, peut-être sur la formation. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alex Denny. Alex, qui est le président du CI20, qui est le patronat des startups ivoiriennes. On va détailler avec lui pendant 2 heures ce qu'est le CI20, son parcours, sa stature d'entrepreneur, parce que vous allez voir que Alex a monté une entreprise, et pas qu'une d'ailleurs, en Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire, ça va être super intéressant. Voilà, restez, ça va être un super épisode et vous allez en savoir beaucoup plus sur Alex et sur le CI20 aujourd'hui. Alex. Hello, Bonjour Alex, comment tu vas? très bien, très très bien et très content de te rencontrer encore à Abidjan. Ouais, super, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est pour moi, c'est un peu un retour, un peu particulier parce que comme tu le sais, je fais la navette entre Abidjan et l'Europe. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous te présenter, d'accord? Je pense qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui ont entendu parler du CI20, peut-être de toi. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et que fais-tu aujourd'hui concrètement? D'accord, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce podcast. Donc, je suis Alex Denis, je suis le président du CI20. Le CI20, c'est le patronat des startups de Côte d'Ivoire qui s'est donné comme mission de véritablement harmoniser l'écosystème. Mais pour parler d'abord de moi, moi, je suis un serial entrepreneur. Ok, Donc, je m'appelle un peu l'entrepreneur dans l'âme. ok, Et donc, j'ai plusieurs startups que j'ai montées, d'accord. d'autres qui ont connu un échec très gros, d'autres qui ont connu un très beau succès. Mais l'idée pour nous, c'est d'impacter autant durablement possible l'écosystème. Ça marche, ok, super. Du coup, parlons un peu de toi. J'ai envie de rentrer dans le détail de ta vie. Alors, tu es pas obligé de tout nous dire, hein, t'inquiète pas, il y a pas de pas de stress. Mais juste pour que les gens comprennent, c'est quoi un peu ton parcours? Tu parlais d'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet pour pas mal de monde aujourd'hui en Afrique. Quel a été ton parcours un peu académique? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? Qu'est-ce que tu as fait, à l'école? Ah ouais, moi, Ouais, je ne suis pas un technicien de formation, hein. OK. Donc, j'ai plutôt eu un master en droit des affaires. D'accord, OK. Donc, j'ai fait l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, OK, où je suis sorti avec le master 2. Et juste après, je me suis lancé dans la vente. Donc, d'accord. j'ai été trader, OK, pas dans le droit, mais dans les engrais. d'accord, OK, Donc voilà, j'ai bossé quasiment toute ma carrière dans les engrais OK. jusqu'à ce que je décide de rentrer en Côte d'Ivoire, lancer une entreprise de commercialisation d'engrais. Après, on a été dans le riz et donc on pourra tout au long de ce podcast parler de nos différentes transitions jusqu'à ce que je fasse le certificat avec Avec HEC HEC. Paris. OK. Alors oui, parce qu'on a un sujet en commun avec Alex, c'est donc HEC, on est passés tous les 2 par HEC, ici en Afrique, en Abidjan. Tu as dit un truc intéressant, tu as fait une fac de droit Oui, bien sûr. Donc, je suis pur juriste et de métier. tu voulais te destiner à quoi? Être avocat, juge? C'était quoi l'idée au départ? Non, l'idée au départ, c'était être avocat. Être Donc, avocat? j'aimais énormément le métier d'avocat, Ouais, mais après, j'ai été plus séduit par la vente. d'accord, Donc, dès que je sors de la fac, je suis coopté par une entreprise qui, elle, est spécialisée dans la production d'engrais, OK, donc de l'engrais minéral. OK, Et donc, je commence en tant que administrateur des ventes à Abidjan, puis après à Lomé en France et après on me permet de diriger toute l'Afrique de l'Ouest OK, sur ce secteur OK, et donc mais ça date. OK, ça marche. Alors moi, tu sais que le sujet des sales et des ventes, c'est un sujet qui me parle particulièrement, parce que moi, je suis j'allais dire un ancien sales, toujours un peu sales dans l'âme. Comment pour expliquer donc aux personnes, comment tu vois le passage de la fac de droit au sujet des ventes? Parce que c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai fait une fac de droit il y a quelques années. Voilà, il y a beaucoup de par cœur, il faut apprendre, des lois et cetera. Comment tu as fait ce switch entre la fac de droit à un métier qui était plus sur les ventes au quotidien?
bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait? Non, déjà, il faut savoir que, et comme tu l'as fait, hein, pour tous ceux qui ont fait une série de droits, ils savent que c'est super généraliste. Donc, Super. on essaie de toucher à tout, la fiscalité et tout, mais ce qui nous matchait plus, c'était sur le contrat de vente. Donc, moi, je crois que c'est là que j'ai eu l'amour pour tout D'accord. ce qui est du sales. Ouais. Et bon, après, comme on le dit, hein, on est rentré à fond là-dedans. On a aimé la vente jusqu'à aujourd'hui, je me considère comme un Mmh. commercial, quel que soit le rôle que tu utilises, que ce soit en tant que CEO d'une de mes startups ou président du CI20, Bien sûr. il faut vendre quelque chose. Donc, c'est vraiment pour moi la base. OK. Et après, on a lié la tech. Donc, moi, depuis petit, je suis un passionné de la tech. OK. Donc, Intéressant. en cherchant à mettre à digitaliser la filière du riz, la filière de la distribution Mmh. des engrais, j'ai commencé à toucher à tous les logiciels. Mmh. Et c'est de là qu'est venu l'amour maintenant pour le digital. D'accord, ça marche. Donc là, tu m'as dit administrateur des ventes, c'est ça? C'est ça. Pendant à peu près combien de temps? Donc, ça a été de 2009-2010 à 2014, cette carrière en tant qu'administrateur des ventes, puis trader OK. des engrais. Donc, il fallait maîtriser toutes les chaînes d'approvisionnement. OK. On mélangeait, on fabriquait, on distribuait en Afrique de l'Ouest surtout. Donc, OK. que ce soit l'engrais cacao, l'engrais palmier, le coton. Donc là, tu es calé, en matière d'agriculture et de ouais, Ah mais ouais, c'est vrai qu'on s'est craché sur notre projet avec AgriHop sur le riz, OK. mais je le dis toujours, l'agriculture, c'est une passion. Donc aujourd'hui, on voit qu'on était trop vite Mmh. précurseur de la digitalisation du riz. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus stabilisé, D'accord. mais il faut forcément qu'on mécanise notre agriculture et ça, Bien sûr. OK. c'est une question. OK. Et alors du coup, c'est quoi le switch après entre, administrateur des ventes et entrepreneur? Comment tu bascules totalement dans l'entrepreneuriat, dans la tech? Bon, il y a beaucoup de sujets avec les startups que tu as montées. Explique-nous un petit peu, comment tu es arrivé Non, sur le ce. site, il s'est fait en 2014 quand, Mmh. après ma carrière de trader, je décide de rentrer. OK. Donc, je décide de rentrer et je monte une startup qui s'appelle AgriHop, OK. qui a pour mission de digitaliser toute la chaîne de valeur du riz. D'accord. Donc, digitaliser toute la chaîne de valeur du riz, c'est identifier les bas-fonds, identifier les coopératives. Et dès qu'on rentre, on est coopté en même temps par le gouvernement. D'accord. On travaille sur la stratégie nationale de développement du riz avec un projet d'installer plusieurs usines. D'accord. OK. Donc, nous, on avait la zone de San Pedro et de Soubré Mmh. Mmh. pour installer 2 usines. Donc, on a travaillé à identifier les planteurs, à voir les semences. Et donc, j'ai lancé la marque Mori. Mori, qui était le premier riz D'accord. made in Côte d'Ivoire en carton, qu'on a positionné chez Carrefour, juste au-dessus de Hong Benz. Ah ouais, Donc, d'accord. toute la digitalisation était infinie pour pouvoir vendre une marque forte. Bien sûr. Donc, on a lancé Mori, c'était très bien, on a eu de très beaux contrats. Ouais. Et malheureusement, les contrats ont été trop gros pour nous. Trop Donc, trop ouais, gros? trop gros pour nous. On a eu des contrats à hauteur de milliards. L'exécution n'était pas forcément pertinente parce qu'il faut savoir dans le riz qu'on ne réussit pas encore à avoir la même variété. D'accord. OK. Donc, ça a été vraiment de la technicité qu'il fallait mettre en place. Les producteurs étaient des producteurs ruraux Ouais. qui n'utilisaient pas forcément la sémence comme il D'accord. fallait. Donc, après, on a déposé la clé, on a fermé le projet et on OK. s'est réinventé. OK. OK. J'ai une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai bossé dans la distribution il y a quelques années. J'ai été formé en tant que commercial, en tant que, à l'époque, ça s'appelait chef de rayon, je crois, ou manager de rayon. J'ai appris beaucoup de choses, et notamment sur le fait que, la relation parfois entre, les acteurs de la distribution et les fournisseurs peuvent être un peu compliquées. Est-ce que tu confirmes? Oui, non, je confirme, et surtout dans la production, parce qu'il faut savoir que, quel que soit le produit, hein, mais surtout dans l'agriculture, il suffit d'un bémol pour que allez, toute la chaîne s'effondre. Ouais, d'accord. Donc, mais aujourd'hui, on a troqué les sacs de riz ou les sacs d'engrais pour du cloud. OK, Donc, ça on est marche. beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans ce métier qu'on fait. OK, ça marche, OK.
OK, hyper intéressant et du coup, la suite, là, on parle de cloud, de tech, Et donc oui, comment voilà, t'embrayes sur d'autres, sujets on de commence à digitaliser davantage ouais? cette filière de riz. On se rend compte que effectivement, si on a échoué, comme plein d'autres jeunes comme moi à l'époque, qui Mmh. rentraient Mmh. d'expatriation, qui se Mmh. sont lancés dans plein d'autres projets, Mmh. aussi promoteurs, qui ont, dès les premières années, eu beaucoup d'argent. Bien sûr. Et 3 ans après, le projet, il tombe. OK. Et donc, avec des collaborateurs, hein, Ouais. on a vu que ce qui nous manquait ou qui faisait la différence, c'était qu'on n'avait pas d'outils de gestion appropriés. D'accord. Et donc, les outils qu'on avait sur place étaient trop chers. Quand tu dis outil de gestion, excuse-moi de te couper, c'est quoi? C'est Gestion CRM, c'est ça? CRM, aujourd'hui D'accord. c'est vulgarisé, mais dans le temps, Ouais, ce n'était pas aussi d'accord, vulgarisé que ça. Donc, CRM, comptabilité, donc tous les d'accord. outils basiques qui OK, pourraient permettre une gestion efficace d'une entreprise. entendu. Et donc, c'est là que va naître Innoving, que je vais fonder en 2016, mais qui va se lancer en 2017, hein, Ici en Côte d'Ivoire, hein? ici en Côte d'Ivoire. D'accord, OK. Donc, là, on rentre dans le cœur. Je retourne en France faire une formation de social media et de digital. OK. J'apprends à coder en Python. Mmh. Je réunis une équipe de développeurs en Côte d'Ivoire et on monte. À l'époque, il s'appelait My Innoving App, mais le nom a varié. A Aujourd'hui, changé? c'est Nzasa. OK. Donc, on monte notre première application Made in Afrique de gestion d'entreprise. Donc, il va prendre tout en place, mais adapté à l'écosystème des PME, des TPE en Afrique. Donc, on lance D'accord. Innoving en 2017. On compétit sur Orange Fab, on échoue. On revient Ah, tu as candidaté à Orange Fab? en 2017, oui. D'accord, On OK. revient en 2018, on réussit. Et c'est là que l'aventure Innoving décolle. Et toi, en fait, tu as un vrai profil, je me rends compte de ça en t'écoutant, business et tech. Parce que tu as dit un truc intéressant là. Donc, tu sais coder Effectivement, et tu as un profil business parce que tu as géré des entreprises, c'est etc. ça. C'est quoi le plus difficile pour toi? C'est la programmation? C'est la gestion d'une entreprise? C'est un peu des deux? C'est où est-ce que tu te sens le plus à l'aise Non, non, aujourd'hui? non, le plus difficile dans tout ça, c'est la conception. D'accord, OK. Donc, avoir une idée, Mmh. prendre le besoin du client Mmh. et l'envoyer d'un besoin ou d'une idée à une réalisation, c'est là OK. qu'on a véritablement tout le challenge. Et c'est D'accord. ce que je sais faire. D'accord, OK. OK, ça marche. OK. Donc là, comment se passe un peu l'évolution de la boîte? Et donc, Vous avez des voilà, clients? Ouais. moi, je me rappelle, mon premier client sur euh, notre outil de gestion était Paradisia. Paradisa, OK. C'était vraiment la galère, hein. En 2017, on a essayé plusieurs projets entre le riz D'accord. qui n'ont pas marché. OK. Et on finit notre première maquette Mmh. et on va avoir un aire de jeu où c'est de la billetterie. OK. Le promoteur importe ses tickets de la Chine, a une gestion complètement opaque de son business. D'accord. Et nous, on arrive, il nous dit, mais écoutez, nous, on a déjà utilisé des solutions, on dit tester la nôtre. Mmh. Ils font un test, bim, ça passe. Et on se dit, si lui, il achète l'application avec 5 000 francs dans le temps, c'est qu'on peut, en Trouver d'autres clients mettant derrière. des upgrades, augmenter. Et D'accord. l'aventure commence avec Innoving. Aujourd'hui, c'est plus de 5 000 clients. On a des PME, des TPE, des grands comptes. On a fait plusieurs pivots, mais on a OK. aujourd'hui des outils solides de gestion OK. utilisés par plusieurs entreprises. OK. Alors c'est exceptionnel, bravo. Il y a un moi, il y a un sujet que je retiens, c'est, aller chercher ses clients, aller chercher ses premiers clients. C'est compliqué pour, des personnes qui se lancent, notamment comme moi, parce qu'il faut effectivement quand tu as un produit, une nouvelle offre, il faut pouvoir, la développer, être force de proposition et cetera. Ça comment ça a été pour toi, cette recherche de clients, de premiers clients pour les convaincre et finalement leur mettre sous les yeux le fait que ta solution changeait, pas mal de choses et permettait une meilleure productivité? C'est quoi comment tu as mis cette stratégie en place? Donc, peut-être, je dirais que ma carrière hein, de trader, de vendeur a joué pour quelque chose. Mmh. Mais le client, il a un besoin qui est factuel. Et dans Mmh. le temps, le digital était trop abstrait. Et Mmh. donc, ce que nous, on a fait, on finissait de développer la solution D'accord. avant de l'apporter au client. Donc, au lieu de D'accord. faire une présentation, on faisait plutôt une démo. Et on D'accord. arrivait là à convaincre le client. D'accord, OK, OK. Donc dans ton cycle de vente, en fait, tu as,
première approche qui va être un email ou un WhatsApp ou un téléphone, j'imagine? Oui, effectivement, mais le plus important ici, c'était le terrain. Nous, D'accord, OK. on a vraiment pas peur d'aller toquer à la porte du client, OK, d'accord, les rencontrer en face à face, les quoi. rencontrer en face à face. Donc ça, D'accord, c'était notre première étape, OK. rencontrer les clients de manière informelle. Et D'accord. juste après, on s'est dit, mais cette application, on l'a développée pour les euh, petites entreprises Mmh. qui n'ont pas forcément de l'argent pour se prendre de très gros CRM avec une comptabilité Bien sûr, assez... bien sûr, bien sûr. et donc, notre micro-comptabilité était parfaitement adaptée. D'accord, OK. Et ces entreprises, où est-ce qu'on peut les trouver? Pas sur LinkedIn, j'imagine? Du tout, du tout. Donc, on a dû diligenter, on s'est rendu compte que ces entreprises sont des contribuables des mairies. OK, je comprends. Toutes les PME, les TPE payent leurs impôts aux mairies. Donc, la mairie a forcément la base de données D'accord. de ces entreprises et ce sont elles qui font vivre la mairie. Donc, du coup, en 2018, lorsqu'on remporte le prix Orange Fab et qu'on a de la trésor, Mmh. on cherche à rencontrer le ministre des PME de l'époque. D'accord, Compliqué de le voir ici, j'imagine. agenda compliqué. On entend qu'il a un salon avec des commerçants, des artisans au Sénégal. D'accord. Donc, bim, on s'envole Prenez l'avion pour aller le voir au pour le Sénégal? Sénégal. On est étonné de voir une start-up participer à une foire. Ouais. Mais sauf que tous les clients de cette foire après ont signé avec nous. Ah ouais, On a présenté notre solution oui, au, d'accord. au maire lui disant que bon, voilà une solution que les commerçants pourraient utiliser dans sa commune. Donc, comment est-ce que on pourrait y aller? Et il nous dit, mais lui, il a un gros souci, c'est qu'il ne sait même pas qui sont ses commerçants. Voilà d'où va venir un projet qui, aujourd'hui, est devenu icône, qui est notre solution de gestion des mairies, mais c'est parti de là. D'accord, OK, je comprends. En fait, vous avez fait une pierre deux coups. Vous avez rencontré le ministre, ça vous a donné des ailes entre guillemets pour, tout l'aspect relationnel et cetera et après il y a eu, donc tu m'as dit des contrats qui ont pu être signés, Oui, puisque à cette fois, il y avait quasiment 60 artisans et commerçants. d'accord, Donc, il y avait forcément besoin d'outils OK, pour gérer leur comptabilité, leur stock. Et donc, notre outil s'adaptait parfaitement à eux. d'accord, En plus, derrière, on était convaincus que faire une démarche vers un, deux, trois clients était trop chronophage, d'accord, trop lourd. On OK, n'avait pas les moyens d'attaquer le B2C comme ça. d'accord, OK. Sur le B2B aussi, il fallait être très Agile. stratège. Donc, on Mmh. a utilisé notre solution, notre démarche vers les mairies, avec pour optique de pouvoir avoir en un coup plusieurs clients. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On descend à San Pedro avec notre équipe et on digitalise complètement la mairie de San Pedro. Waouh, Et donc, on lance l'opération d'identification, donc une solution qui va identifier le commerçant, d'accord, permettre à ces commerçants de payer leurs taxes euh, directement en ligne, être sûr que cette taxe arrive à la mairie, mmh, voir la mairie utiliser un outil de gestion pour leurs taxes et leur dire, mais terre à terre, hein, si vous avez fait ça pour la mairie, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? OK, Parce qu'il faut savoir que la majorité des TPE ne sont pas forcément en présentiel dans leur business. oui, d'accord, Le propriétaire, il est loin. mmh, Grâce à la technologie, il peut voir en temps réel ses ventes, d'accord, connaître ses clients, suivre sa comptabilité OK, à des coûts de 3000 francs ouais dans le temps. Donc, automatiquement, on a eu un boom. Donc, on a eu là un parterre de clients. On a dealé avec la mairie et ça s'est très bien passé. et de cette boîte-là, tu fais un exit? C'est quoi le la comment Ah ça se oui, donc passe? Innoving Ouais, grandit. Moi, je pars à Reims ouais, avec Innoving sur une compétition. d'accord, Je me rappelle ce jour, on devait compétir à Innovac pour être incubé dans un programme avec Business France. Le d'accord, jour où j'ai le rendez-vous, pas de métro, grève, il faut bloqué? marcher des C'était à kilomètres. Paris? C'était à Reims. À Reims? OK, Il d'accord, faut marcher des kilomètres, pas ça arrive. d'Uber disponible, on y va, on arrive, on nous positionne en dernier, et puis, Le stress qui monte là, ah hein? non, énorme. Et on est retenu. Tant mieux, bravo. Là, je me rappelle quand je marchais, la température elle a changé complètement. Donc, je suis arrivé quasiment les oreilles gelées. Et Dieu merci, on est retenu sur cet incubateur qui va nous permettre au niveau De international décoller. de décoller. D'accord. Donc,
Suite à ça, on va être installé au Sénégal, on va aller au Libéria, digitaliser Orange Libéria sur toutes ces techniques de vente et Innoving va connaître véritablement une belle aventure. Donc, on commence à être approché par de grands groupes. Ouais. En plus d'avoir une solution de gestion pour les petites entreprises, on développe une solution de gestion pour des grands groupes tels que Coq-Ivoire, Orange et d'autres qu'on pourra citer. Et donc, l'aventure continue, mais derrière, je tombe amoureux de la fiscalité ou de la parafiscalité des mairies. Donc, ça, c'est pas commun, ça. Hein. Du tout. Parce que la fiscalité, c'est quand même un sujet complexe oui, mais pour beaucoup de personnes. Hein. Sauf que pour les mairies, mais c'est du pain béni pour l'administration publique. Donc, je tombe amoureux. Je me rends compte que ces collectivités qui sont le lifecycle de l'administration n'ont aucun outil de gestion. Donc, il faut savoir qu'en réalité, nous, on reste 360 degrés, qu'il s'agisse du B2J ou du B2B. Et donc, véritablement, on va commencer à gratter. C'est une solution pour les collectivités. Je précise juste pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, B2G, c'est business to government. Effectivement. B2B, business to business, et B2C, business to consumer. Bon, je rappelle juste les bases pour pas qu'il y ait de quiproquo. Waouh, ok, je suis impressionné. Et la suite, du coup, comment tu vas vendre l'entreprise, tu vas la garder, tu vas pivoter, c'est quoi un donc, peu on continue l'aventure sur la collecte de taxes. Moi, je reste focus avec une équipe et une autre équipe continue à gérer les clients de Nzasa. Le portefeuille continue à s'agrandir et je rencontre le M Studio. D'accord. Ok. Donc, quand je rencontre le M Studio, je fais une exit d'Innoving. Félicitations. Je garde une partie, après c'est compliqué, mais je me concentre sur le startup Tajiri que je lance avec le M Studio, même vertical, il faut digitaliser les restaurants, on y va, on fonce, très belle aventure, mais derrière, comme je le dis, le cœur du métier, il reste focus sur la gestion des municipalités. Donc, après Tajiri, je reviens sur Icon. Qui aujourd'hui est utilisé dans plusieurs collectivités et qui est une très belle fintech. Retour peut-être sur 2 points dont tu as parlé. Alors, est-ce que tu peux préciser le concept d'exit pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est? Et est-ce que tu peux juste définir ce qu'est le M Studio? Alors, moi, je connais évidemment le M Studio, mais pour les personnes aussi qui ne connaissent pas le M Studio. D'accord, donc il faut savoir qu'on a plusieurs incubateurs en Côte d'Ivoire. Donc, moi, d'abord, lorsqu'Innoving décolle, je fais HEC Challenge Plus. On va en parler après. Je profite pour féliciter les initiateurs de ce programme, mais il a complètement changé ma vision. Donc, automatiquement, je me rends compte que Innoving fait trop de choses. On est trop généraliste pour être une start-up performante. Et donc, moi, je commence maintenant à mettre des briques et des verticales qui vont être orientées métier. Donc, on décide pour la collecte de taxes de switcher complètement sur une autre boîte. Innoving se focus sur les TPE et sur la partie restauration, je vais dans l'aventure avec le M Studio. Donc, le M Studio, c'est un accélérateur de start-up, on peut le dire ainsi. J'ai été quasiment 3 ans. L'une des premières startups d'ailleurs que le M Studio a lancé et donc qui aujourd'hui continue, Tajiri a sa belle aventure. Et donc, comme je le dis, moi, une fois que l'entreprise décolle et qu'elle peut vivre sans moi, je vais recréer une autre. Donc, voilà un peu. D'accord. Et le concept d'exit, du coup, tu parlais d'exit? Donc, oui, on parle d'exit, c'est-à-dire tu es un start-upper, tu as décidé de vendre tes parts pour aller sur un autre challenge. Donc, tu trouves des partenaires qui récupèrent tes parts et toi, tu peux te concentrer complètement autre chose. Ça marche. Qu'est-ce que tu en gardes parce que toi, tu es vraiment un serial entrepreneur. Hein. Tu as roulé ta bosse sur pas mal de sujets, sur beaucoup de thématiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter son entreprise, sa start-up, quels sont un petit peu les pièges à éviter? Et voilà, quels sont les pièges à éviter et qu'est-ce que tu en gardes, toi, sur le plan positif ou négatif? Déjà, il faut être prêt psychologiquement. Ok, d'accord. C'est galère de créer une entreprise. Galère, ça veut dire c'est dur. Pour ceux qui nous suivent. Non, il faut avoir le mental et non, on le dit, c'était un peu la chance de la Côte d'Ivoire de ne pas être imbibé de fond.
Ouais. Donc, les fonds partaient forcément au Nigeria, au Kenya. Donc, Ouais. nous, les premiers, on peut dire, start-upers dans ce domaine, on ne Mmh. connaissait pas, il faut lever des fonds, il faut qu'un fonds vienne. Mmh. Donc, on avait cette devise qui, moi, me drivait. Mmh. Ma levée de fonds se trouve dans la poche du client. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, si je Je suis réussis à d'accord. vendre mes produits, Je suis d'accord. automatiquement, je pourrais avoir de quoi avoir une marge et faire tourner Exactement. l'entreprise. Et donc, c'est ainsi que va véritablement naître plusieurs startups qui vont pas s'orienter forcément sur tout ce qu'il faut pour lever des fonds, mais sur le produit, le Mmh. produit, le produit. OK. Et donc, moi, le conseil que je donne à toutes ces personnes qui rêvent de monter leur startup, c'est de ne pas négliger l'expérience. D'accord. OK. C'est vrai qu'on pense avoir de très belles idées, Ouais. mais après, on se rend compte que l'idée, si elle n'est pas elle ne mature pas, Mmh. on a plus de risques d'erreur que Mmh. d'échec. Et Mmh. donc, on est moins dans chrono-compétition. Mmh. L'échec, certes, dans les pays anglophones, ça passe, mais Mmh. dans les pays francophones, C'est plus dur. c'est difficile. C'est plus dur. Il y a, bon, j'imagine que tu connais très bien Régis Bamba. Jamo, en ce moment, elle vend en poupe, font des choses incroyables. C'est une entreprise absolument magnifique. Régis, dans un podcast, disait quelque chose d'intéressant, je trouve. Il disait que finalement, faire un parallèle entre jeunes et entrepreneuriat, c'est un peu les envoyer au casse-pipe. Parce que lui, il considère que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, tu l'as dit, et ça devrait être plutôt réservé à des personnes pas seniors, mais des personnes qui ont un peu roulé leur boss, notamment en tant que salariés, qui ont pu développer des choses. Est-ce que toi, tu partages cet avis-là, ou tu te dis que finalement, même si on est jeune, on peut lancer les entreprises et ça reste une possibilité? Est-ce que... Non, moi, je ne partage pas du tout l'avis de Régis. Je profite encore pour les féliciter pour ce superbe travail qu'il fait avec Hassan. Mhm. Mais non, ce n'est pas de mon avis. Ok. L'idée, c'est qu'en en le disant, Mhm. on brise le rêve des jeunes. Ok. Ah non, l'échec fait partie du succès. Mhm. Régis, lorsqu'il raconte son parcours, il a échoué plusieurs fois. Mhm. C'est suite à ces échecs qu'il retourne en entrepreneuriat et il retourne en entreprise et revient. Donc, chacun a son histoire. Et je faisais le parallèle, c'est vrai, avec Facebook pour Ouais. dire si des jeunes, ils n'avaient pas eu L'idée, l'idée bien d'y sûr, aller, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. c'est clair. Donc, non, pour moi, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut dire à cette jeunesse que c'est possible et Mhm. donner les moyens pour le faire. Moi, je prends l'exemple de Graia, qui est une start-up qu'on a découvert, nous, lors du C20 Startup Pitch. Ouais. On leur a donné un plateau. Ils avaient un super projet Ok. qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr. Donc, ils ont mis une application qui te permet de vendre les invendus des restaurants ou Ouais. des supermarchés, des boulangeries à low cost sur une population qui en a besoin. Bien sûr. Dès qu'ils ont pitché, quand on a structuré un peu leur business, aujourd'hui, ils ont remporté plusieurs compétitions. Et comme Graia, il y a plein de jeunes. Mhm. Donc, si on ne réserve l'entrepreneuriat qu'à des seniors, Mhm. c'est pas sûr pour nous de faire naître l'innovation. Bien sûr. Donc, c'est plutôt l'inverse. Il faut un mécanisme d'accompagnement Ouais. 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 de ces jeunes pousses. Mhm. Et c'est cette chance que peut-être nous n'avons pas eue, Mhm. mais à nous maintenant de le faire pour nos cadets, pour nos petits Pour frères les petits qui frères qui arrivent ont envie derrière. d'entreprendre. Ok. Donc, lorsqu'ils vont oser Ouais. et qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, demain, on est sûr qu'on trouvera parmi eux des Mhm. futures licornes. Ça peut Mais être- derrière, il ne faut pas oublier que c'est le mécanisme qui a été mis en place, soit Mhm. par Y Combinator ou par d'autres studios Ouais. que Jamo a fréquenté qui leur permet aujourd'hui d'être à ce niveau. Bien sûr. Bien sûr. Si Bien sûr. plusieurs jeunes ont cette possibilité ou ces chances, on est sûr qu'on aura beaucoup plus de licornes. Donc, Ouais. n'occultons pas, ça c'est vraiment mon avis personnel, Mhm. l'innovation est dans notre jeunesse. Mhm. N'ayons pas peur de l'échec. Moi, j'ai échoué plusieurs fois. Je sais que je vais encore échouer demain, mais je ne vais pas m'arrêter. Parce que le mindset francophone n'admet pas l'échec. Exactement. Alors que le mindset anglophone dit s'il échoué, c'est qu'il se bonifie. Bien sûr. Donc moi, je leur dis non, n'hésitez pas, c'est pas facile. Mhm. Le premier client, il n'est pas facile à trouver, mais une fois qu'on a ce client, on est sûr de pouvoir faire vivre son entreprise. Ça fait une belle story. Est-ce que tu crois pas, bon, moi je viens régulièrement en Côte d'Ivoire, hein, c'est un pays que j'adore, magnifique, il y a l'écosystème est riche, ça bouge dans tous les sens, mais j'ai quand même une question pour toi.
On parle de jeunesse là. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un trou dans la raquette au niveau, de l'enseignement supérieur? Université, grande école et cetera. Est-ce qu'il manque pas peut-être, davantage d'incubateurs ou davantage de structures qui permettent de faire émerger, en fait, tu vois, tous ces projets-là? Parce que c'est vrai qu'au quotidien, moi, je suis en contact avec, beaucoup de jeunes ici en Côte d'Ivoire et je trouve qu'il manque, tu vois, des structures vraiment pour faire émerger tout ce mindset, cette innovation-là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais regardons un peu la loi Startup date de quand? Mmh. Donc, je veux dire, l'économie Startup même est tout naissant. Mmh. En 2017, nous, on ne savait pas si on était des PME ou des TPE ou des startups. Aujourd'hui, la loi permet d'être clair. C'est clair. Mais c'est complètement naissant. Donc, au fur et à mesure que les années Avancer. vont avancer, c'est Mmh. sûr qu'on aura davantage d'incubateurs, d'encadrement pour toutes ces jeunesses qui bouillonnent. D'accord. Nous, on en profite pour lancer Cora Hub, qui est aussi un incubateur OK. avec un parcours de 12 semaines pour des jeunes pousses. C'est un gros sujet là. Vas-y, Des jeunes pousses pour leur donner tous les rudiments qu'il faut pour pouvoir partir rechercher des fonds? des fonds et du financement. D'accord. Donc, pour moi, hein, et véritablement, c'est que l'État fait sa part. Ouais. On attend maintenant du secteur privé OK. ivoirien OK. de faire sa part sur l'innovation D'accord. avec la jeunesse. OK. Je reviens juste sur ce que tu as dit là par rapport à Cora Hub, c'est ça? C'est ça. Explique-nous un petit peu. Ça, c'est un gros sujet. Non, la stratégie que j'ai mis en place avec les membres de mon bureau sur le CI20 Mmh. est de pouvoir restructurer complètement l'économie start-up en Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. toutes les initiatives que nous mettons Mmh. sont structurées de sorte à donner la possibilité à plus de jeunes de vivre de leurs rêves, de créer une start-up. On ne dit pas qu'elle sera l'élite, OK. mais au moins elle permettra d'avoir un niveau raisonnable. D'accord. Donc, lorsqu'on fait le Save and Pitch, Mmh. on reçoit plusieurs jeunes OK. qui ont de très belles idées, OK. mais qui n'ont aucune structuration. D'accord. Donc, on lance Cora Up, qui lui sera un incubateur dédié à ces jeunes, fait par des startups, OK. et qui va leur permettre de pouvoir avoir en 3 mois, donc 12 semaines, un Mmh. parcours complètement intégré D'accord. de l'idée à la rencontre avec les investisseurs. D'accord. OK, OK. Donc vous voulez booster en fait, Énormément, d'accord. énormément. Donc, pendant 12 semaines, tout ce que nous, on a eu comme expérience, leur on fait OK. sur un plateau. Et donc, ces jeunes feront forcément partie de cette école. D'accord et ça commence à partir de quand et comment on fait pour vous contacter si on veut postuler? Donc, déjà, les candidatures sont lancées depuis. On a eu la première cohorte du Save Startup Pitch qui a eu quasiment 20 startups. D'accord. On a la deuxième cohorte de ce mois de septembre, la dernière pour le mois d'octobre. Et parmi ces 3 cohortes, on aura les 12 startups qui, toute l'année prochaine, feront travailler. partie de cet incubateur. Félicitations. Franchement, c'est exceptionnel. Bravo pour le travail accompli. Je suis vraiment impressionné par ce que j'entends. On va parler maintenant un peu de formation, parler d'HEC. Donc HEC Paris, je rappelle, c'est ce que je disais en préambule. En fait, Alex et moi, on se connaît parce qu'on a fait partie de la même formation, HEC Challenge Plus Afrique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà HEC Paris, donc HEC Paris, c'est une grande école de commerce française, parisienne. C'est une des premières en Europe et dans le monde, hein, avec plusieurs programmes, des masters, des MBA, etc. Et HEC a lancé, alors je crois que c'est le professeur Étienne Krieger, Adama Touré, Talibi Edra, qui sont un peu les référents aujourd'hui d'HEC Challenge Plus, ont lancé il y a quelques années une formation, donc un certificat pour finalement, un peu à l'image de ce que tu viens de dire, pour booster l'entrepreneuriat en Afrique, en Côte d'Ivoire et en Sénégal. Donc ça existe depuis 4-5 ans, je crois, maintenant à peu près. Et moi, je suis issu de la dernière promotion. Toi, tu as fait la promotion précédente, je crois, hein. Non, la première. La première promotion, la toute première. Donc, tu es le vétéran de Challenge Plus. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est exceptionnel. Mais je voudrais t'entendre là-dessus. Quel a été ton regard? Pourquoi tu as postulé déjà à Challenge Plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que tu as ressenti en le faisant? Ah, Challenge Plus a complètement changé ma conception de l'entrepreneuriat. Donc, je disais, hein, quand je rentrais chez Challenge Plus, on est la première promotion. J'étais en pleine croissance sur ma startup. D'accord. Et donc, je trouvais que, bon,
on a besoin d'un certificat, il nous parle de start-up, on ne sait pas comment lever des fonds. D'accord. Moi, je ne suis pas un amoureux de tout ce qui est levé de fonds, donc il faut que j'aille me former. D'accord. Donc, je candidate, pour moi, j'ai la meilleure start-up, très beau pitch, Reda, Talibi et Étienne cassent mon projet. Désolé. Non, il émiette complètement mon projet. Donc, du coup, je descends de mon nuage, j'ai dit, waouh, Ouais. mais moi, je fais du chiffre, Ouais. je suis en pleine croissance, j'ai pas le temps, et vous me dites que c'est complètement rien. Ah, ça peut être intéressant. Donc, Ouais. je reviens, je suis retenu avec 20 autres startups. On y va pendant toute l'année. Donc, D'accord. pendant les 8 mois, on est complètement, je veux dire, mouliné. Et à la fin, au pitch, mais c'est la joie. Je remporte le prix du Le meilleur meilleur business plan. projet, Ouais. meilleur business plan, meilleur pitch. Et c'est vraiment une autre aventure qui s'ouvre À la suite. qui s'ouvre par la suite. Ok. Mais cette formation, comme je le dis, Ouais. m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir des bases solides en entrepreneuriat. D'accord. Donc, Ok. c'est en ce sens, peut-être qu'on peut rejoindre ce que dit Régis, Mhm. c'est que on parle d'entrepreneurs matures Mhm. avec la formation. Exactement. Mais derrière, les entrepreneurs, des jeunes pousses aussi sont importants pour équilibrer l'écosystème. Bien sûr. Donc là, j'ai eu la maturité. Hein. J'ai eu une formation au-delà de Tu pouvais ma attendre. carrière de trader ou de mes études dans le droit ni financier, mais qui m'ont complètement montré que le business, il se pense, il se construit, il mature, mais la data doit être ce qui nous guide. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ouais, moi, je vais dans ton sens. Hein. Quand j'ai commencé Challenge Plus avec mes camarades, on arrive, on s'imagine qu'on a un très beau projet, et en fait, on se fait casser dès le départ parce qu'il y a des trous dans la raquette un peu partout. Et c'est vrai que il y a deux choses. Il y a déjà pour l'ego, c'est pas facile. Je pense qu'on est tous des êtres humains avec un ego. Certains ont un ego plus fort que d'autres. Donc pour l'ego, c'est pas facile. Mais je trouve que mine de rien, tu vois, faire preuve d'humilité et travailler sur les problématiques qu'on peut avoir dans le fond, c'est nécessaire en fait. Parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on gère une entreprise, il y a des choses qu'on voit pas déjà. Et avoir un retour extérieur de personnes qui sont des cadres dans leur domaine. Hein. Reda Benjeloun, qu'on salue, c'est PDG d'Hightech. Enfin, voilà, il y a Étienne Krieger, professeur HEC, Adama Touré, qui a monté une boîte aussi. Enfin, c'est que des gens exceptionnels. Et finalement, ça doit être pris en compte. Comment tu as vécu, toi, ta promo, les cours, etc. Est-ce que tu arrives à t'organiser entre ton boulot de start-upper et puis les cours tous les mois? Explique-moi un peu. Non, c'était complètement la catastrophe. Moi, mes premiers coups, j'arrivais pas à l'heure. Ah ouais. Et je crois que j'ai appris la ponctualité lors de ça parce que Reda, il est là à 8 heures. Tu Pétante. arrives à 8 heures, une minute, tu es dehors. Ah ouais? Donc, Ah ouais, chaud. pour des start-upers comme nous, on s'est dit, écoute, on Ouais. a des deals. Donc, Ouais. on se vend chef d'entreprise. Ouais. Bon, pas qu'on se vend, on est des chefs d'entreprise, on crache du blé. Bien sûr. Se voir rabrouer comme ça, nous a montré que C'est pas simple. alors, si tu veux apprendre, il faut aller redescendre complètement. Ouais. Et c'est de là que moi, j'ai tiré mon leitmotiv, hein, et je le dis, l'ego tue l'héros. Ça, Ouais, bien c'est sûr. l'HEC qui m'a appris. L'ego tue l'héros parce que lorsqu'on a tous Mhm. eu cette humilité de comprendre qu'on a un savoir à récupérer, Mhm. mais c'était une très belle aventure. Mhm. Mhm. Moi, pareil, hein, donc les aventures humaines exceptionnelles. D'ailleurs, on se disait avec mes copromotionnaires qu'on aimerait y retourner quelque part. Qu'est-ce que tu penses, toi, des cours que tu as eus? Est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des cours que tu retiens comme ça, qui te font dire Oui, moi, waouh? j'ai le coup sur la trésor que je ne peux pas oublier. Ah non, parce que la trésor, on le dit pour rire, mais la trésor est plus importante que ma mère. Ouais, C'est ouais. c'est vraiment une figure de C'est style Etienne qui pour dit ça dire souvent. que Ouais, mais sans trésor, tu ne peux véritablement ouais, rien faire. ouais. Et donc, gérer la trésor est quelque chose que j'ai appris là, qui m'a marqué et qui aujourd'hui est véritablement important pour toutes les entreprises. Hein. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avoir des notions en comptabilité, gestion financière, c'est hyper important. Moi, c'est vrai que je viens pas forcément de ce monde-là, parce que je suis plutôt sales dans la base, mais toutes les questions liées au BFR, par exemple, c'est quelque chose que tu dois absolument maîtriser.
Toi, aujourd'hui, dans ton activité, c'est quelque chose que tu gères en direct ou tu as un DAF qui te reporte directement? Sur l'aspect comptabilité, comment Oui, tu non, aujourd'hui, on a une équipe, bien qu'on ait un outil de gestion d'accord, comptable, mais on a une équipe dont c'est le métier. OK, Moi, d'accord. c'est pas mon métier, Mmh. mais on a des grandes lignes qui nous permettent de pouvoir driver l'activité. D'accord, OK, ça marche. OK, super. Waouh, donc HEC, gros parcours. Tu dois faire d'autres formations par la suite ou? Oui, bien sûr, j'ai une formation qui m'intéresse aussi sur HEC, Mmh. une autre formation sur IFG, OK, mais là, pour les 2 ans à venir, on veut véritablement stabiliser notre fintech icône qui a un très beau potentiel, d'accord. donc j'y suis focus. OK, ça marche. OK, parfait. On va passer au CI20 maintenant. Parlons un petit peu du CI20. Donc je rappelle, tu es le président du CI20. Le CI20, est-ce que je le définis comme, le patronat des startups? Est-ce que c'est un groupement d'entreprises? Est-ce que c'est un peu des 2? C'est quoi un peu le tu peux nous faire la définition concrète du CI20? Qu'est-ce que c'est? Non, le CI20, c'est le patronat des startups de D'accord, Côte d'Ivoire, non pas un groupement d'accord, d'entreprises. À l'origine, oui, parce qu'on n'avait pas encore de cadre réglementaire. d'accord. La loi Startup n'existait pas OK, pour définir qui est startup ou pas. d'accord. Aujourd'hui, cette question elle est réglée. Ouais. Donc, autant l'industrie et le commerce ont un patronat avec la CGC, autant l'innovation Mmh. a son patronat avec le CI20. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les startups sont d'abord des PME. Bien sûr, Elles créent leur entreprise, elles ont un registre de commerce. bien Et sûr. donc, ce sont des patrons d'entreprise qui décident de se mettre ensemble sur une économie qui est le domaine des startups. Donc, le D'accord. CI20 est le patronat des startups de Côte d'Ivoire. Toi, tu as pris ton poste quand? Donc, on a fait les élections en 2024. 2024, OK. On a eu une transition avec l'ancien président de 6 mois Mmh. et on a commencé notre aventure en mai 2024. Mai 2024 et donc là, tu as un mandat de combien de temps, du coup? On a un mandat de 2 ans renouvelable, OK, mais c'est tellement énergivore d'être le président du CI20 que j'imagine. on se repose la question. Mais on a un mandat de 2 ans renouvelable une fois. D'accord. Et donc, l'idée, c'est que logiquement, en juin 2026, Ouais. on devait passer ou se représenter, mais tout dépendra des challenges du moment. Donc toi, tu es le boss. Comment ça se passe? Tu peux nous décrire un peu ton équipe? Tu as un DG avec toi? Comment ça se passe après? Donc, il faut savoir que j'ai complètement restructuré le CI20. D'accord, OK. Donc, le projet que je portais était Mmh. d'ouvrir le CI20 OK. et de restructurer complètement D'accord. toute la dynamique autour. Donc, le CI20, bien qu'étant un patronat, a un bureau. Mmh. Donc, moi, je suis le président, j'ai Mmh. 2 vice-présidents, D'accord. on a un trésorier, donc tout ce qui est du train-train administratif. Mmh. Et derrière, on a mis en place ce que j'ai appelé les clusters. OK. Donc, on a 8 clusters qui, eux, sont les 8 piliers du PND. D'accord. Donc, les clusters, ce sont, si vous voulez, comme des commissions D'accord. qui ont un responsable. Donc, le responsable des clusters va réunir en son sein toutes les startups qui parlent de la même thématique que lui. D'accord. Je prends un exemple dans l'agriculture. Ouais. On va ramener tous ceux qui sont dans l'agriculture ensemble. D'accord. On va leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des concurrents, mais qu'en étant complémentaires, ils peuvent adresser des marchés ensemble. Et ça, on a très bien réussi. Donc, on a 8 clusters qui Mmh. partent de l'éducation, la formation, l'éthique, l'agriculture, la fintech. Mmh. Et donc, les responsables de clusters sont notre miroir ou Vos notre front référents, en fait, quoi, c'est ça? C'est vos référents, notre front vis-à-vis du gouvernement. Et donc, D'accord. l'ensemble des clusters est piloté par un vice-président D'accord. qui, lui, s'occupe du B2G Business avec plan. le gouvernement et les startups. D'accord. Donc, il gère cette relation. Derrière, on a maintenant des initiatives fortes qu'on a mis en place, Mmh. comme le Saving Business Club. D'accord. Donc, le Saving Business Club est géré par un manager qui est euh, Yaya, qui lui a complètement développé Coliba. Il est aujourd'hui en train de faire une belle ascension avec Africharger et tout. Et Mmh. donc, lui, son boulot est de permettre à toutes les startups du Saving de faire du business. D'accord. Donc, OK. on a mis le Saving Business Club qui a signé avec la chambre de commerce Commerce. tunisienne, avec Business France, avec
la French Tech, avec M2 Business School, avec HEC. Ouais, Donc là, c'est véritablement du business qu'on fait. d'accord. On a fait la deuxième édition du C20 Business Connection Mhm. qui nous a permis de rencontrer d'éminents hommes d'affaires et d'État guinéens et qui ont permis un match entre des solutions développées par des startups et des potentiels marchés en D'accord. Guinée. On a fait la même chose. C'est ce qui nous a permis d'être en Belgique. La même activité nous a permis d'être à Ouais. Jatex Mhm. et ainsi de suite. Donc, le C20 Business Club a pour mission de pouvoir permettre aux startups de faire du business avec des entreprises. On a mis l'initiative, et je vais juste stopper par là, C20 Connect, Ouais, qui je lui, comprends. à l'intérieur, permet aux startups de faire du business en tel. D'accord, ok, Donc, tu as une solution, ton premier marché, c'est nous. ça Et marche. donc, on a 300 startups aujourd'hui dans le CI20. Et Mhm. donc, à l'intérieur, on a des échanges de marché, de procédés qui permettent au CI20 d'avoir des clients en interne. Donc, Ok. voilà un peu comment on a structuré. Juste après, on a le Startup L qui est piloté par Marie-Flore Bationo qui a lancé la Startup Next qui, elle, réunit en son sein pas que les femmes de la tech, D'accord. mais les femmes CEO, dirigeantes de sociétés qui ont des thématiques ensemble et qui, ensemble, vont récupérer des fonds avec des partenaires D'accord. à l'international. Ok. Donc, ça, ce sont les initiatives de gestion du CI20. Et Mhm. après, maintenant, on a nos différents programmes. On D'accord. a le Startup Boost Capital qui est piloté par Stéphane Boulou, qui fait un excellent travail, qui a permis de financer quasiment 2 milliards sur les startups. Oui, c'est conséquent, effectivement. On attend que le partenariat avec l'État soit reconduit pour la deuxième phase. On a donc plusieurs initiatives comme Mhm. ça que le CI20 déploie au fur et à mesure. D'accord, ok, ok, ok. C'est quoi, parce que enfin, tu fais énormément de choses, hein, c'est toi le président, encore une fois. C'est quoi la chose la plus difficile pour toi? Quand on est président d'une structure comme le CI20, c'est quoi le plus difficile? C'est de manager une équipe, c'est d'impulser des projets, c'est d'être visible? C'est quoi le... Non, le plus difficile en tant que président du CI20, c'est Mhm. que déjà un start-upper, c'est quelqu'un qui voit grand les yeux. Mhm. Et donc, on imagine l'ego. Et Mhm. donc, venir être en griffe le patron des patrons, c'est pas facile parce que tous ceux qui ont une start-up ou qui sont dans le C20 sont des personnes qui performent. Bien sûr. Donc, arriver à enlever sa casquette de patron et de revenir à soulever des chaises pour des activités, Mhm. c'est là qu'il y a le plus grand challenge. D'accord. Après, créer les initiatives, moi, depuis mai 2024 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a pu lancer une vingtaine d'initiatives qu'on a créées, qu'on a lancées. Et c'est pas là qu'on a le plus grand challenge, mais c'est surtout sur l'ego. D'accord. Donc, comment mouliner D'accord. la gestion de ces collaborateurs ou de ses condisciples, parce qu'en réalité, Ok. le CI20, c'est du bénévolat. Oui, d'accord. Toi, t'es bénévole, c'est ça? Ou Euh, c'est du bénévolat pour tes équipes? c'est du bénévolat parce qu'on n'a pas de salaire. D'accord, ok. Oui, oui, bien sûr. Ok, Voilà. ok, 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 ça marche. Donc finalement, moi, je suis une start-up ivoirienne. J'ai le vent en poupe, j'ai de l'attraction, etc. Je veux m'inscrire au CI20. Comment je fais concrètement? C'est quoi le... Donc, on a mis un parcours Mhm, qui se fait très simple. Donc, mhm. on l'a mis sur WhatsApp. Donc, on a un numéro WhatsApp. Dès que vous vous inscrivez sur ce numéro, il est sur toutes nos pages hein, D'accord, et il est ok, sur tous nos créas. Donc, une d'accord. fois que vous vous inscrivez à ce numéro, vous allez recevoir le lien. Vous cliquez sur le lien, l'inscription au CIV est de 150 000 francs CFA. Mhm, Et juste après, vous êtes intégré dans un cluster. Et dans ce cluster, vous avez les activités et du cluster et de l'association. d'accord. Donc derrière, il faut savoir qu'en termes d'opportunités, au CI20, c'est quasiment 20 opportunités par jour. Ah, ok. Donc, Pas mal. puisque on est la porte d'entrée des startups, donc que ce soit les investisseurs, les bailleurs, les partenaires au développement, Ouais, ils nous envoient leurs opportunités. d'accord, Et ok, donc, ok. nous, ces opportunités, on les envoie à nos différents membres pour leur permettre de pouvoir les saisir, de pouvoir y aller et adhérer. Donc en fait, vous êtes véritablement au cœur de l'écosystème et vous êtes finalement la courroie de transmission en fait entre les bailleurs de fonds, tu l'as dit, peut-être des VC qui sont en recherche d'investissement, des startups qui veulent lever des fonds, etc. quoi. C'est un peu ça. Effectivement. Ok, ça marche. Waouh. Et on s'était vu au JTEX, d'accord? Je rappelle ce qu'est le JTEX, donc le JITEX ou le JTEX, je ne sais pas comment on le prononce. C'est le
pour moi, le plus grand salon tech africain qui existe aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent de Vivatech, mais version africaine. Donc, c'est à Marrakech, tous les ans au mois de mai, au mois d'avril. Et ça draine à peu près, je sais pas, 15 000 ou 20 000 personnes. C'est sur 3 ou 4 chapiteaux. Bah, c'est immense. Moi, j'y suis allé, j'étais épuisé au bout de 2 jours. Raconte-moi ton passage au GITEX. Il y avait une grosse délégation de la Côte d'Ivoire. Moi, j'y étais, voilà, il y avait beaucoup de monde. Raconte-nous un petit peu ton passage. Quel était le but, en fait? Et comment, toi, tu as pu tisser des liens là-bas au GITEX, du coup? Donc, la première année, donc l'année passée, Mhm, on a participé à une compétition avec Tajiri mhm, qui était organisée par le forum FinTech d'accord. d'Alexia et on était retenus. Donc, c'était ma première expérience. J'arrive, je connaissais très bien Vivatech, mais je connaissais vraiment pas J'imagine. Diatex. J'arrive, je vois que le niveau, il est Ouais, super élevé. La qualité des stands, la qualité des personnes, mais ouais, c'est là qu'il faut être ouais, pour faire du deal. ouais, Nous, on réussit à Tadjiri à signer avec une entreprise qui se plug sur toutes les sociétés de livraison. ouais. Et c'est une belle aventure. Donc, cette année, lorsque je prends la présidence du CI20, Mhm, j'inclus dans le programme de Tours, donc il y a mhm, le CI20 Tours, l'étape de Diatex. mhm. Donc, on s'est rendu compte que chaque année, la Côte d'Ivoire a quasiment 26 startups, 12 grosses entreprises qui vont à Vivatech de manière disparate. C'est un gâchis. Quand tu dis disparaître, c'est-à-dire qu'elles ne se concertent pas avant? Du tout. D'accord, ok. Chacun y va Chacun y va. D'accord, ok. Et quand on fait les stats, on se rend compte que la plus grande communauté, pas, pas par nombre de participants, mais par nombre d'entreprises, Mhm, c'est la Côte d'Ivoire. d'accord. Donc, on a décidé, nous, cette année, de prendre l'initiative. On a envoyé le courrier pour avoir la délégation officielle du gouvernement. Mhm. Et donc, quand on a eu la délégation officielle du gouvernement, on a organisé notre activité qui était la journée ivoirienne, Oui, qui je m'en s'est très souviens. bien passée. Oui, oui, je m'en souviens bien. Qui s'est très bien passé, où on a représenté la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui étaient étonnés de voir que mais finalement, on a plusieurs startups et on aurait pris un pavillon, il sera le plus grand. Donc l'année Hmm, prochaine, on revient avec un pavillon via le partenariat avec Smart Africa. d'accord. Et on est sûr qu'il sera le plus grand pavillon. Parce que chaque année, il faut savoir que les autres pays vont en délégation, Oui, ont un très beau pavillon et attirent beaucoup plus je- d'investisseurs. j'allais t'en parler. C'est vrai que moi, je vais même aller plus loin. Je trouve qu'en fait, il y a une concurrence entre les pays. Il faut le dire clairement. Moi, j'ai vu beaucoup de monde sur le stand du Nigeria, énormément. Sénégal aussi. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu show-off. Tu vois. Show-off à l'américaine où il faut se montrer. Il faut montrer qu'on est présent. Il C'est de faut... l'exhibition. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec la Côte d'Ivoire, sur le pavillon ivoirien, c'est qu'en fait, on a vu que voilà, tous les acteurs qui font l'écosystème étaient présents. Reda Benjeloun a donné de la voix. Toi, tu as fait un super discours. Il y avait des concours de pitch, je me souviens très bien. Comment on fait aujourd'hui, quand on est patron du CI20, que tous les feux sont braqués aujourd'hui sur l'Afrique parce que l'Afrique se développe vite? Comment on fait pour se distinguer comme Côte d'Ivoire, acteur de référence? Tu vois, par rapport au Nigeria, au Sénégal, etc. Comment on fait pour être visible et pour gagner en puissance, entre guillemets? Mais déjà, ces événements Hmm. qui sont là pour donner de la visibilité. Hmm. Parce que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite ou tous ces différents pays, ils ne savent pas que notre économie ou notre écosystème startup est en pleine ébullition. Ouais, C'est bien sûr. là qu'il faut être. On y a été à Vivatech, on a été en Belgique. Donc, l'idée pour nous, c'est toute notre politique à l'international de montrer l'attractivité Ok. du pays, surtout en termes d'économie startup. Ça marche. Et par rapport à Vivatech, parce que toi, tu rends souvent à Vivatech, j'imagine, tu connais très bien. Est-ce que tu considères que le Jitech, c'est le même niveau? Vivatech, c'est encore plus gros? C'est quoi? Quelle est ton impression par rapport au Non, je Vivatech? ne serais pas sur une comparaison D'accord. de time et d'opportunité. D'accord, ok. L'opportunité qu'on a
Adiatex au Maroc, elle est complètement sud-sud. Donc là, Ok, on est vraiment sur un partenariat entre Africains, d'accord. échange de procédés local. Lorsqu'on part à Vivatech, on est beaucoup plus sur la partie Europe. Comment est-ce qu'on tisse du Des liens? business avec l'Europe sur nos différents potentiels. Donc, en Hmm. réalité, ce sont des activités qui sont complémentaires. Il Hmm. faut y être. Que Hmm. ce soit au niveau institutionnel ou au niveau start-up, il faut y être. D'accord, ok. Ok, ok. Ok, hyper clair, hyper intéressant pour la partie Jitex. Euh, j'ai une question pour toi par rapport au financement. Ok, on parle beaucoup de financement en Afrique. C'est un vrai sujet. Moi, je te donne mon sentiment. Je trouve que, en fait, tu l'as justement dit, hein, l'état du marché en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est pas un marché qui est mature en comparaison avec d'autres pays. Et en fait, on n'a pas assez de fonds. Il n'y a pas assez de fonds, notamment au niveau early stage, à la différence de d'autres pays en Europe, etc. Comment on peut faire aujourd'hui pour avoir davantage de fonds, davantage de business angels qui viennent en Afrique? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, l'Afrique est attractive. La Côte d'Ivoire est attractive. Donc, on doit avoir aujourd'hui, dans les prochaines années, tout un écosystème de fonds qui sont prêts à investir. Comment on fait aujourd'hui pour les attirer et leur mettre sous les yeux que y a des pépites et c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Non, l'idée Je sais pas si déjà... tu peux répondre à ma question, mais Non, 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 si, énormément. Vous voyez, toutes ces licornes ou toutes ces personnes ou Hmm. ces startups qui, aujourd'hui, à un certain niveau, en early stage, ont eu du financement. Hmm. Et c'est la partie la plus compliquée pour une startup. Ouais, Avoir une idée, la maturer, le pivoter, essayer. Il ouais, faut du financement. ouais, Et ce financement n'est pas disponible ouais. ou trop peu pour la Mhm. Côte d'Ivoire. Ça ne permettra pas de voir éclore des champions. Donc, Hmm. nous, toute notre lutte, c'est comment on arrive à driver du financement pour ce niveau. Parce que après, lorsque la startup, elle réussit à sortir de son pré-seed et qu'elle en seed, c'est beaucoup plus facile pour elle Bien de sûr, pouvoir les séduire à l'extérieur. bien Et sûr. donc, nous, pour ça, on fait encore un appel aux investisseurs locaux pour leur dire que si aujourd'hui la Silicon Valley est ce qu'elle est, c'est parce que des entreprises aux États-Unis, du Mhm. secteur privé, Mhm. ont cru, ont investi. Mhm. Donc, nous, on leur appelle avec le RSE à pouvoir venir abonder nos différents fonds. Nous, on a le Kesa Capital qui s'est mis en place pour ça. On a notre incubateur avec Aura Up. Il y en a plusieurs pour pouvoir avoir de la subvention pour Mhm. ces jeunes pousses. Mhm. Vrai sujet. J'imagine que tu dois être en lien avec des financeurs comme, je sais pas, Django Capital ou, comment elle s'appelle? Elisabeth Moreno, donc c'est Ring Capital aussi, je C'est crois. ça. Euh, quand tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils te disent, eux? Est-ce qu'ils sont un peu attentistes? Est-ce qu'ils sont à la recherche de la pépite? Et c'est quoi un peu leur Non, retour? ils sont effectivement à la recherche de la pépite. D'accord. Ring Capital investit aujourd'hui avec le M Studio Ouais. sur plusieurs startups. Ouais. Idem pour Django Capital. Oui, ils sont à la recherche de la pépite, mais cette pépite, Ouais. il faut la fabriquer quelque part. Ouais. Et donc, ce berceau-là, pour pouvoir avoir des pépites, c'est ce que nous représentons. D'accord. Parce que nous sommes dans le quotidien de ces jeunes. On voit tout le potentiel qu'ils ont, mais malheureusement, il n'y a pas d'opportunité Ouais. pour permettre de passer de la corde à l'accord. Ouais. Et donc, nous, on veut être ce maillage. Et c'est vraiment un gros travail qu'on a fait avec Mhm. Cora Hub pour permettre à ces jeunes d'avoir tous les rudiments pour pouvoir être en face des investisseurs. Autre question pour toi. Moi, c'est une question sur laquelle je travaille, tu le sais. On va parler un peu de capital humain. Ok. Comme tu le sais, bon, un peu la Startup Nation, c'est un peu ce qui est vendu aujourd'hui dans le monde entier. Ça attire beaucoup de jeunes. On peut en parler un peu plus tôt. Sur nos marchés africains, c'est compliqué. D'accord, on le sait que c'est compliqué. J'ai, comme toi, beaucoup de discussions avec des entrepreneurs sur pas mal de sujets, notamment le recrutement et la formation. Qu'est-ce qui manque pour toi à des jeunes qui veulent intégrer les startups? Quelles sont les compétences qui vont manquer dans un premier temps? Tu vois, quand tu vois des CV qui tombent, par exemple, tu regardes les CV, tu te dis, bon, là, il y a un manque dans telle ou telle partie. C'est quoi qui revient le plus souvent? Et qu'est-ce qui manque concrètement à des jeunes qui veulent faire des carrières dans ce monde-là un petit peu? Ça c'est une question très, très pertinente sur le recrutement. Mm. Non, il faut savoir hein, que ce soit pour des startups ou pour des entreprises, nos jeunes ont besoin de formation. Mm. Et c'est dans ce cadre-là qu'au Save, on a mis l'initiative Save un Talent Link, Ok. qui a pour objectif de pouvoir mettre en relation des jeunes, Mhm. leur apporter une formation
et les permettre d'intégrer des startups ou des entreprises. Mmh. Donc, très souvent, ces jeunes n'ont même pas la chance d'avoir un stage, un emploi. Et donc, restent avec des connaissances beaucoup théoriques. Superficiel un Et peu. donc, ce qu'il faut Ouais. leur apporter, c'est un parcours court et donc tout le sens Mmh. de ton métier, Mhm. leur apporter ce parcours-là sur la formation. Exactement. Vendre des produits Mhm. autres que la tech, c'est quasiment différent des vendeurs ou des sales tech. Bien sûr, Et donc, il faut forcément bien sûr. leur apporter ce bagage-là. Donc, qui peut être des soft skills, qui peut être le langage même technologique. Et ça, Exactement. on ne l'a pas forcément dans nos formations. Exactement. Entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais raconter un peu mon histoire. Moi, je suis sales depuis une dizaine d'années maintenant, principalement dans les nouvelles technologies, mais j'ai fait d'autres structures. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le monde de la tech, ça a été compliqué pour moi parce qu'il a fallu me mettre au niveau. Tu vois, je suis rentré par un poste de ce qu'on appelle BDR ou SDR. C'est celui qui va prendre les rendez-vous, qui va appeler, etc., pour justement commencer le cycle de vente. Et ça a été compliqué parce que j'étais face à des ingénieurs, bien souvent, qui avaient une maîtrise parfaite de leur solution, mais qui aussi parfois avaient du mal à transmettre leurs connaissances. Je trouve qu'aujourd'hui, le problème est encore plus grave en Afrique, au sens où on a beaucoup de boîtes qui se développent rapidement, mais on n'a pas forcément les ressources humaines, en fait, formées et adaptées pour ça. Je ne sais pas si tu partages déjà mon Non, avis. complètement, à 1000% s'il faut. Et donc, du coup, moi, mon sujet aujourd'hui, c'est de me dire, bon, j'ai un peu d'expérience dans mon domaine, je vais donc créer une école qui s'appelle Théodros pour former un peu la nouvelle génération de business développeurs commerciaux, donc des commerciaux dans la tech. Il y a, t'en parlais juste avant, il y a deux piliers pour moi qui sont super importants. Le premier, c'est les soft skills. Comment, en tant que commercial, en tant que vendeur, tu vas te comporter au quotidien pour bien faire ton boulot. Et puis, je trouve qu'il y a un sujet aussi qu'on ne parle pas assez souvent, c'est le sujet de l'acculturation technologique. On parle de beaucoup de, de technologies au quotidien, le cloud, t'en parlais, la fintech, la cybersécurité, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Et comment bien comprendre ça pour pouvoir le vendre par la suite? Qu'est-ce que tu penses, toi, de les connaissances en vente des jeunes africains, des jeunes en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu, mal perçu? Est-ce que c'est aujourd'hui un peu diffusé? Pas du tout? C'est quoi un peu ton sentiment? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Lorsqu'un jeune va dans une école de technologie, c'est pour sortir ingénieur. Ok. Ou développeur, ainsi de suite, mais vendeur ou business développeur, Mhm. c'est au fur et à mesure de sa carrière qu'il va y arriver. Ouais. Donc, si dès le début, il y avait cette forte croissance Mhm. de digitalisation Mhm. et de solutions qui se met en place, on leur apporte cette formation. Vu leur niveau d'apprentissage, je pense que ça va aller, mais le problème, il est béant. Mhm. Mhm. Et comment toi, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, bon, toi, tu es multi-entrepreneur, tu as ton entreprise, ok? On sait que recruter des bons profils, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas regarder finalement si tu dois recruter quelqu'un sur le métier de la vente? Est-ce que tu vas regarder les soft skills? Est-ce que tu vas regarder l'expérience, même si elle n'est pas forcément corrélée au poste sur lequel tu vas te recruter? Est-ce que tu vas regarder la manière dont il se présente? C'est quoi que tu vas regarder en Les fait? soft skills. Les soft skills. Mhm. Ok, ok. Et après, est-ce que tu formes en interne? Est-ce que tu sais que c'est quoi un peu? Non, l'idée, c'est la formation en interne. Ok, La d'accord. formation en interne. Très souvent, on arrive à récupérer des jeunes qui sortent d'écoles de gestion de projet, Ouais. qu'on transforme en business développeur parce Mhm. qu'ils ont la méthodologie et tout. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment la formation en interne. Mhm. Là, aujourd'hui, mon CTO est quelqu'un que j'ai pris il y a maintenant 5 ans, Ouais. qui sortait d'école, Ok. qui a eu tout le temps de faire Son toute parcours. sa vie avec nous sur les différents projets aujourd'hui. Il fait la même chose. Il recrute des jeunes qu'il forme. D'autres partent dans d'autres entreprises, Bien d'autres sûr. restent encore avec nous, mais la formation interne est la meilleure. Mhm. Moi, je trouve que, alors ça, on me le dit beaucoup, je trouve qu'on fait beaucoup de focus sur les métiers de la programmation. C'est une vérité parce qu'il manque des programmateurs, c'est des métiers sous tension, hein. C'est une vérité absolue. On a aussi beaucoup de demandes, tu sais, sur tout ce qui va être machine learning, ingénieur machine learning, etc. Mais en fait, bizarrement, étrangement, on ne fait pas forcément de focus sur la vente, alors que C'est le nerf. c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Moi, j'ai le sentiment que c'est mal vu, tu vois, d'être vendeur. C'est un peu, les gens sont pas forcément ou renseignés ou ne veulent pas, ou font ce métier par défaut parfois. C'est quoi ton sentiment, toi? Non, parce qu'en réalité, on a laissé le métier de la vente être drivé par des technicaux. Ouais. euh,
on va dire, il est technico-commercial. Ok. Mais en réalité, c'est des juniors qu'on prend, Mhm. qu'on met dans les rues Mhm. pour faire du marketing opérationnel. Ouais, exact. Et donc, du coup, comme ils ne sont c'est pas bien vu ce métier, le marketing opérationnel, il faut que ces jeunes images et autres, c'est resté dans la mentalité Mhm. qu'être vendeur, pas forcément senior, mais Mhm. un peu péjoratif. Mais pourtant, quelles que soient les belles solutions qu'on a, que ce soit un call center, que ce soit, c'est la vente qui permet de driver. Nous, C'est clair. on a ce gros souci Clair. sur nos différentes solutions. On nous dit, mais on ne vous connaît pas. Mhm. On est, vos vendeurs ne viennent pas vers nous. Et Mhm. donc, on a la plus belle solution, mais si elle n'est pas vendue, elle reste Dans les tiroirs. dans les tiroirs. Mhm. De sorte qu'on est obligé, moi ou le CTO ou le chef projet, Mhm. de nous transformer en vendeur. Ah, ok. Parce qu'il faut avoir une maîtrise technologique et avoir tous les rudiments de vendeur pour y aller. Donc, le besoin, il est énorme. Il est énorme. Mais du coup, tu perds du business, en fait, parce que si c'est toi qui vas au front à chaque fois, comment... Tu vois, tes gars font quoi? La prospection, c'est quoi un peu le... Non, je veux dire, le Ouais, niveau de maturité ouais, n'est pas le même, sur certaines discussions n'est pas le même, mais bien sûr. déjà, même au niveau 1, il faut forcément qu'on ait ces formations D'accord. de techniques de vente Mhm. dans le digital, dans les métiers de la tech Mhm. pour ces jeunes. Ok. Et on n'en a pas. D'accord, ok. Je rappelle... Vas-y, excuse-moi. Moi, je me rappelle qu'on avait lancé un produit et sur ce produit, on l'a appelé Montbara. On a recruté des jeunes Mhm. qu'on a mis dans un circuit de formation pour qu'ils puissent devenir des business développeurs. Sur 25 jeunes qu'on a formés, il n'y a que 2 qui sont restés. Tous les autres sont partis sur d'autres métiers parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre des solutions technologiques, et ainsi D'accord. de suite. Et donc, c'est vraiment un besoin. Waouh. Et l'écrémage, il est fort, hein, parce que Énorme. sur 25, il y en a 2 qui sont restés à la On n'a fin. eu que 2 qui sont restés. Et les 2 étaient vraiment... étaient passionnés par le Ils métier. étaient passionnés par le métier D'accord. et ils avaient eu un parcours de dev et finalement, ils se sont orientés sur la vente. Donc, comme ils avaient un background un peu tech, D'accord, ok. c'était beaucoup plus facile pour eux pour y aller. Mais pour être un vendeur dans la tech, on n'a pas besoin d'être un tech. Mhm. Il faut forcément avoir cette formation qualifiante que tu rapportes et le Mhm. marché en a besoin. Et Mhm. donc, il y a des partenariats qui pourraient être tissés, mais le besoin, il est énorme. Mhm. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je crée Théodros. Donc, petit instant pub, s'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui sont à la recherche de formations certifiantes pour justement développer la performance commerciale de leurs équipes, chez Théodros, c'est ce qu'on fait. Tu vois, je réunissais ce week-end mes formateurs pour lancer le kick-off de l'année. En fait, on avait tous le même diagnostic, c'est-à-dire que finalement, quand tu mets des ingénieurs et des sales, tu les mets ensemble, ça crée de l'émulation en fait. Il y a beaucoup de choses, une énergie positive qui s'en dégage. En fait, on arrive plus rapidement à vendre et à bien vendre en fait. Et le sujet, c'est vraiment de trouver aujourd'hui les business développeurs de demain parce que, tu vois, on peut prendre toutes les solutions technologiques qu'il y a aujourd'hui sur le marché. S'il n'y a pas de sales, elles ne se vendront pas. C'est Tu vraiment vois. pas. Et tu peux avoir le meilleur ingénieur en informatique. Encore une fois, si tu n'as personne pour en faire la promotion ou la vente, bah, c'est compliqué, quoi. Ok, hyper important. Finalement, moi, je trouve que en tant que chef d'entreprise, tu vois, finalement, ce qui me sert le plus au quotidien, c'est toute la partie vente, en fait. Parce que quelque part, je sais pas si tu es d'accord, hein, parce que quelque part, toute la partie marketing, digital, et ça, tu peux l'apprendre. Mais il y a une part de toi-même que tu dois donner pour vendre ton produit, tu vois. Et ça, c'est super important. Et c'est la base, quoi, tu vois. Non, c'est la base. Ouais, C'est véritablement la base. Moi, mm, sur notre solution Icon Intelligence, ouais. la majeure partie du temps, c'est moi qui suis le vendeur. Parce que le client, c'est le maire ou le président du conseil régional ou le régisseur. Mhm. Et donc, ils ont vraiment besoin que tu déclenches cette fibre technologie Bien et sûr, pour qu'ils voient le gap qui pète en n'utilisant pas ta solution. bien sûr. Mais c'est ça. Alors que tout ce qui est marketing et autres, on sait le trouver ailleurs. Mais la Mm, vente, oui, je suis d'avis avec toi. mm. Ok. Une fois que donc on a vendu et bien vendu en Côte d'Ivoire, et une logique d'aller à l'international, tu vois, de s'exporter sur différents marchés. Aujourd'hui, une startup ivoirienne qui a le vent en poupe, j'en ai plein en tête, je ne vais pas les citer, mais j'en ai plein en tête, qui est en train de se développer, qui fait plein de choses. Finalement, quels sont les marchés qu'elle doit viser? Est-ce qu'elle
Est-ce que l'idée, c'est de se dire, je vais rester en Afrique pour développer une solution? Est-ce que je vais en Europe? Est-ce que je tente d'aller aux États-Unis? C'est quoi un petit peu tes conseils par rapport à ça? Non, l'expérimenter en 2019, Mhm. on est parti au Libéria. Au Libéria? Au Libéria. Oula, pourquoi le Libéria? On est parti au Libéria et on a pu dealer avec Orange. Donc, Ah, moi, j'invite, et c'est mon conseil, une fois qu'on a réussi à maîtriser son marché, ok. le premier marché à l'international qu'il faut, pas forcément le Libéria, mais l'UEMOA. Oui, On a d'accord. 300 millions d'habitants. Dans D'accord. l'UEMOA, même langue, même culture, même monnaie. Bien sûr. Donc, c'est un vivier. Mhm. Et puisqu'on a de l'expérience, nous, en tant que Côte d'Ivoire et locomotive Ouais. de cette région, nos solutions sont assez matures pour pouvoir être des top 1 dans ces régions. Ça, c'est parfait. Donc, moi, je vous invite à aller en Guinée, à aller au Togo, au Bénin. Ouais. C'est le premier maillon Ouais. qu'il faut maîtriser. Ok. Ça te permet de ne pas avoir trop, de ne pas être très loin de ta zone, Mhm. d'avoir la même langue Mhm. et de pouvoir dealer plus rapidement. Mhm. Une fois que ça c'est fait, on a les autres pays maintenant qui s'ouvrent, tels que l'Europe, avec toutes les technologies qu'on pourrait en termes de recherche et de développement. D'accord. Donc, step one, donc le marché sous-régional. Le marché sous-régional. Ok, donc 300 millions de personnes, tu l'as dit, avec effectivement la Côte d'Ivoire en locomotive. Donc, c'est-à-dire que tu vas driver aussi une certaine forme d'innovation dans ces pays-là. Effectivement. Et après, dans un second temps, viser l'Europe, les États-Unis, les marchés un peu plus matures. C'est ça. Pourquoi le Libéria? Parce que pourquoi le Libéria? Pourquoi pas le Togo, le Bénin, etc. Non. L'idée, c'était que on voulait nous challenger. Ok. On s'est dit en 2019, on va dans un pays franco. On cherchait un pays anglophone. Le Nigeria, il était trop fort pour nous. Ok. On était trop novices. Le Libéria, pourquoi pas. En tant que start-up Orange, on a au Libéria Il y a des liens. Orange qui a une filiale au Libéria. Mhm. Donc, on est parti pendant 3 semaines faire le pied de grue pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le DG, présenter nos solutions. D'accord. Et on a réussi à avoir un marché à Orange Libéria. Donc, je dis l'expertise qu'on a, nous, en Côte d'Ivoire, Ouais. on peut facilement, pas que ça sera aussi facile, mais on peut probablement la vendre beaucoup plus rapidement D'accord. dans les pays de la sous-région qui ont besoin de nos technologies. Ils ont besoin de nos technologies. À nous de sortir, d'aller vers ces pays, faire du business. Moi, on a été à la CAF au Bénin, on invite les Ivoiriens, les startups ivoiriennes à s'installer au Bénin. Il y a énormément de choses à faire au Bénin, au Togo, au Niger. Ouais. Et donc, ces pays sont aussi disponibles. La CAF, c'est quoi? C'est C'est la Cybersécurité Africa qui D'accord. avait organisé ce forum au Bénin. D'accord, ok. Oui, donc enfin, les enjeux de cybersécurité en plus en Afrique ils sont hyper importants. Qu'est-ce que tu penses? Moi, tu sais, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de boîtes, dans des grandes entreprises, entreprises américaines, et dans toutes ces boîtes-là, Google, Microsoft, Autodesk, etc., il y a des sujets qui sont plus adressés dans des marchés anglophones, notamment sur les géants. Donc, tu les connais, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Égypte, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces marchés-là? Est-ce que c'est des marchés qu'il faut viser aussi en priorité? Ou est-ce que c'est tellement gros qu'il faut un petit peu y aller en step 2? C'est quoi un peu ton... Non, pour moi, en step 2. D'accord. Parce que déjà, ce sont des marchés qui sont beaucoup plus avancés que le nôtre. D'accord. L'habitude de consommation, Ok. la maturité du marché. Et donc, on peut rapidement avoir des failles qui se montent là-bas. Par Ouais. contre, bien maîtriser son marché, Ouais. avoir aussi cette même population autour avec l'UEMOA est une force. Et donc, ça nous permettra demain d'être encore beaucoup plus forts pour attaquer ces pays. Et donc, l'avantage que nous, on a en Afrique francophone, c'est qu'on a la zone CEMAC et la zone UEMOA qui sont des potentiels clients pour la suite de nos projets. Pour la suite, ok. Qu'est-ce que tu penses moi, je regarde ça avec attention, du Nigeria. Je te donne mon sentiment, je trouve que le pays a l'air incroyable. J'y suis pas encore allé, j'ai hâte d'y aller. Je trouve que le pays a l'air incroyable. Il y a quoi? Il y a 300 millions d'habitants, quelque chose comme ça? C'est ça. 300 millions d'habitants, je crois qu'on parle de, si je dis pas de bêtises, peut-être le double d'ici 2050, ou en tout cas un taux de croissance et de démographie très important. Qu'est-ce que tu penses du Nigeria? Est-ce que, moi j'ai entendu beaucoup de choses, marché très compliqué, beaucoup d'opportunités, il faut y être, il faut pas y être.
on en parle énormément. Il y a une édition du JTEX d'ailleurs au Au Nigeria. Nigeria. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais le Nigeria, c'est l'un des pionniers. Nous, on essaie de titiller le Nigeria, mais on sait que la densité de leur population Ouais, et d'avoir compris, peut-être grâce à la langue, hein, ouais. que l'avenir est complètement orienté sur le digital. Mhm. Par exemple, à Tajiri, nous, on copiait Orda, qui est une start-up Ok, nigériane ok, qui a digitalisé la restauration. ok. Quoique notre technologie développée après était supérieure à la leur, mais D'accord. la perception du marché était beaucoup plus simple pour la maturité y est. Mhm. Et tous les investisseurs ont un regard vers le Nigeria. Ouais, Donc, oui, pour moi, c'est un pays qui explose et qui va continuer à nous dévancer en la matière. ça marche. Ok, ok. S'il y a des erreurs, peut-être, que font des startups quand elles commencent à s'exporter, j'imagine qu'il y en a. Ce serait lesquelles à peu près? Déjà, ne pas bien maîtriser son marché. Ouais. On est pressé d'y aller. Moi, j'ai été trop pressé de sortir. Après, on s'est rendu compte que c'était budgétivore, les billets d'avion, faire la navette aller-retour. Les hôtels, etc. Ouais. Il faut d'abord stabiliser son marché. Mm. Le marché, il est là, il est dense, il est couvert 2 fois à 2%. Et on Mm. se dit qu'en sortant, on aura beaucoup plus d'aura. Mm. Mais non, pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de maîtriser le marché, de pouvoir en faire devenir une référence. Une fois qu'on a une référence en Côte d'Ivoire, on arrive à pouvoir avoir un maillon fort ailleurs. Intéressant ce que tu dis. Maîtriser son marché, ne pas se brûler les ailes, en fait. Hein. Du tout, Ouais. du tout. Pas- Une trop grande expansion ou une expansion mal contrôlée, c'est une chute assurée. Ouais, ouais. Et concrètement, est-ce que toi, tu as une stratégie que tu mets en place? Je sais pas, est-ce que tu ouvres un bureau, par exemple, et que tu commences à poser une équipe sur place? Est-ce que toi, tu préfères y aller toi-même pour te présenter face à tes clients? Est-ce que tu sous-traites peut-être cet aspect-là? Il y a des boîtes qui s'occupent en fait de l'internationalisation des entreprises. C'est quoi un peu ton ressenti? Ouais, nous, au début, c'était tout fait pour entrer dans un incubateur. Ok, Déjà, ça facilite les choses. facilite les choses, réseautage, Mhm, financement. Donc, rentrer d'abord dans un incubateur mhm, et puis aller. Ça, c'est vraiment sur des marchés tels que l'Europe, le Nigeria, mhm, les Émirats arabes unis et tout. mhm. Mais au niveau sous-régional, c'est d'ouvrir un bureau. D'accord, Donc, moi, par exemple, on a pour objectif en janvier d'être au Bénin. d'accord. Donc, sur toutes les solutions qu'on fait pour la banque, parce qu'on a lancé Icon Banking, qui est une solution de gestion des moyens généraux pour les banques. D'accord, ok. Donc, à cause de la conformité, ils ont beaucoup de KPI qui n'arrivent pas à cocher sur la gestion de leur patrimoine, la gestion de leurs moyens généraux. Ok, Donc, nous, on a digitalisé tout ce processus et tout ce d'accord. process avec des banques qui nous ont fait confiance en Côte d'Ivoire. Mhm, Et cette expérience, on veut la dupliquer au Bénin. d'accord, Et donc, du coup, c'est installer un bureau de représentation d'accord. qui va avoir une business unit pour pouvoir attaquer ce marché. D'accord, ok, ok. Moyens généraux, c'est en gros, c'est tout ce qui est commande, c'est ça, de Tout ce qui est commande, tout ce qui papier, est etc. effectivement Auprès des fournisseurs. carburant, toute la vie de la banque. D'accord. Ok. Et donc, tu mets quelqu'un là-bas, lui, il va être un peu le point focal. Donc là, on aura un business développeur D'accord, ok. qu'on a déjà rencontré. Nous sommes sur les formalités, qui lui va driver les différentes banques, faire les présentations des solutions, Mhm. pouvoir avoir des possibilités de faire des démos ou des tests pilotes et une fois qu'on a le go, déployer l'équipe. D'accord, ok. Ok. Donc, je résume, bureau, trouver des incubateurs aussi, localement. Effectivement. Troisième voie, ça peut être quoi? Nous, des partenariats aussi avec des entreprises qui pour Oui, 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 oui. avancer Mais plus. l'idée aujourd'hui, c'est que personne mieux que ta boîte ne peut vendre Bien sûr. ta technologie. Donc, Bien comme sûr. nous sommes sur des produits tech, Mhm. surtout pas tangibles, il serait mieux de pouvoir avoir une force de représentation directe. Ok, ok. Est-ce que tu peux nommer, alors si tu peux pas le faire, ne le fais pas, il n'y a pas de souci, je ne vais pas te mettre. Est-ce que tu peux nommer des startups auxquelles tu penses aujourd'hui, ivoiriennes, qui vont basculer à l'international ou qui ont vocation pour toi à aller à l'international rapidement pour aller gagner des marchés Oui, 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 énorme. On a Africharger, Ouais. on a Mon Artisan, on a GLS,
on a Next, Ok, on en a des startups qui aujourd'hui ont une belle maturité, ok, une belle stabilité et qui peuvent s'exporter facilement. ok. Donc, on les salue, hein, tous les CEO là, que vient de citer Alex. Ok, hyper intéressant. Ok, sujet internationalisation, vrai sujet. De toute façon, comme tu l'as dit, il faut être mature. Hein, faut pas simplement y aller pour y aller. Je pense qu'à un moment, il y a un vrai sujet qui se pose quand on a un petit peu posé les pieds dans son marché initial. Et c'est vrai que pouvoir trouver des relais de croissance à l'international, donc Step 1, je rappelle, hein, sous-région, Step 2, Effectivement. marché plus mature, c'est quelque chose d'intéressant. Ok, très bien. On va passer à un autre sujet maintenant. Un sujet dont on n'a pas encore parlé, mais qui est dans l'air du temps, dont tout le monde me parle, c'est l'IA. Ok. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA à toutes les sauces, sur tous les sujets. C'est quoi comment dirais-je, ton regard là-dessus, sur l'IA à l'aune des startups, de l'écosystème tech ivoirien? Qu'est-ce que tu penses Non, de moi l'IA? aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à avoir une bonne stabilité pour les startups D'accord. et il faut même pas se louper. Tous aujourd'hui, nous avons incorporé l'IA Ouais. dans nos thématiques, dans nos Mhm. solutions. C'est la différence. Donc, je me rappelle, il y a de cela, lorsqu'on faisait notre première Mhm. session avec le professeur Reda, Mhm. il nous disait celui qui a loupé l'IA a loupé le tournant. Ouais, Et ça, d'accord. c'est une réalité. Donc, tous ces startups-là aujourd'hui sont véritablement en train d'intégrer l'IA dans leur thématique et c'est à encourager. Mhm. Moi, je trouve que, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a tellement de choses avec l'IA. J'ai vu par exemple, je sais pas si cette vidéo elle va te parler, mais tu sais que Tesla a mis en place des robots là, des robots humanoïdes un peu. Tiens, il y a une vidéo, je vous invite à la regarder d'ailleurs sur Internet qui tourne là sur Twitter. C'est assez drôle en fait. C'est aux États-Unis, euh, un homme qui est dans une fête foraine en fait, il commande un popcorn et c'est un robot qui le sert. Et en fait, en lui tendant le popcorn, il fait une blague. Le robot va pour prendre le popcorn et lui le retire au dernier moment pour un peu lui faire une blague et lui dire bah, c'est pas toi qui l'auras. Et il lui fait ça pendant quelques secondes. Le robot finit par prendre le pot, lui verse ses popcorn et en fait va lui refaire la même blague quand le monsieur va vouloir récupérer le pot. Donc je trouve que c'est assez puissant, tout ça pour dire qu'en fait que c'est assez puissant. En fait, on a l'impression que les IA aujourd'hui apprennent très vite. Il y a beaucoup de choses. Et je trouve que finalement, ce qui est difficile, c'est de trouver vraiment une intégration spécifique dans ton business auprès de l'IA. Tu vois, parce que moi, je suis sales, par exemple. Il y a tellement de sujets avec le sales et l'IA. Pareil pour la programmation informatique. Il y a beaucoup de programmeurs qui... Enfin, beaucoup. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, peut-être dans quelques années, il y a certains métiers qui vont disparaître, notamment les métiers de programmeurs. C'est également sur la table. Comment, en fait, comment faire pour trouver la bonne clé de l'IA pour son business? Tu vois, je ne sais pas si tu me réponds, mais moi, c'est une vraie interrogation que j'ai tous les jours, en fait. Mais il le faut pourquoi? Parce que tout dépend de la zone dans laquelle on est. Ouais, Les besoins en IA en Europe, ouais, ou avec l'exemple que tu donnais, ouais, sont mais complètement différents des besoins en IA en Afrique. ouais, Moi, je ouais. prends la Côte d'Ivoire, on a tellement de besoins primaires dans lesquels on a besoin que l'IA vienne nous apporter, Hmm. qu'on n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a besoin d'un robot animé de l'IA pour venir le servir. Ouais, ouais, On a des centres de santé qui ont besoin d'IA ouais, pour pouvoir apporter une assistante rapide ouais, à l'intérieur du pays, dans des zones reculées. ouais. Donc, on a tellement de besoins primaires que moi, je pense que dans nos solutions aujourd'hui, l'IA a toute sa place. Hmm. Donc, je prends l'information que tu viens de donner. Mhm. Comment est-ce qu'avec ces formations, les élèves ou les étudiants dans les milieux éloignés vont pouvoir, grâce à l'IA, y aller, Mhm. être autonomes le plus rapidement possible? Mhm. Donc, il y a de véritables sujets et le fait qu'on soit en retard sur ces thématiques nous permet de pouvoir avoir la partie essentielle 200. de l'IA. Non, mais totalement. Hein. Je crois que, je sais plus les chiffres exacts, mais en termes d'utilisation, l'Afrique, c'est marginal. Hein. Peut-être 1 ou 2% de tout ce qui est fait aujourd'hui en termes de techno lié à l'IA. Donc, effectivement, c'est vraiment. On n'est pas encore en Afrique dans le. Enfin, je vais le dire autrement. Je vais faire une analogie avec le foot. Il y a la Ligue des Champions un petit peu Europe-États-Unis. Et puis, il y a les ligues un peu inférieures, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de l'Afrique. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé l'usage véritablement pour
délivrer. Effectivement, adapté à nos besoins. Voilà, c'est ça, exactement. Délivrer toute la productivité. Toi, ton rapport à l'IA, c'est quoi au quotidien? T'as ChatGPT, c'est quoi ton truc? Explique-nous un peu. Non, mais aujourd'hui, on peut plus rien faire sans l'IA. Moi, je disais, de 2018 à 2023, Mhm, on avait une grosse problématique sur notre solution Icône pour les mairies, mhm, qu'on n'arrivait pas à craquer. mhm, mhm. Mes développeurs font une formation en IA, Ok, ils reviennent, on craque. ok. Et ça nous permet de pouvoir aujourd'hui déployer la solution en mode SaaS. Mhm, Ce qu'on n'allait pas pouvoir faire mhm, sans l'IA. mhm, Donc, c'est vrai qu'on dit des métiers vont disparaître par rapport à l'IA, mais ce n'est pas d'aussitôt. mhm, En termes mhm. de développement, mais l'IA leur permet de gagner des mois, des années Ouais, d'avance ouais, et de réduire le temps et l'effort fait pour pouvoir coder ouais, tout. Donc, je suis d'accord. ça, c'est un atout Je suis d'accord. énorme qui nous permet dans le quotidien d'y aller. Dès qu'on a une erreur avec l'IA, on y arrive Mhm, rapidement. Nous, lorsqu'on veut concevoir des projets, les analyser, mais avec l'IA, on déploie des projets beaucoup plus vite mhm. avec toutes les analyses que peut nous rapporter l'IA. Donc, effectivement, on a des abonnements avec OpenAI et avec tout ce qu'il faut, mais derrière, on les met même maintenant complètement dans notre process de développement. D'accord, ok. Donc finalement, ce que tu dis là, c'est que moi, je te donne mon analyse. L'IA, c'est un outil d'aide à la décision et ça va pas remplacer tes équipes incessamment sous peu. C'est pas le cas. Non, du C'est pas le tout. but, j'imagine, en Du plus. tout. Ok, ok, ok. J'avais une question. Mais avec l'IA, on ira encore plus vite. On ira encore plus vite, ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, on pourrait véritablement démocratiser l'accès à un ChatGPT, un Gemini, etc. en Afrique, ou c'est trop compliqué? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vraiment il y ait une utilisation, pour que cette utilisation-là, elle se démocratise en Afrique? Est-ce que tu as peut-être des clés à nous C'est tout le challenge qu'on a et on a eu une grosse discussion là-dessus avec l'ANSUT Ok. pour voir quels sont les partenariats qui peuvent être mis en place pour permettre à la jeunesse d'avoir, surtout les étudiants, on est là-dessus sur un programme d'excellence, leur permettre de démocratiser. Mais il le faut parce que les versions gratuites commencent à être obsolètes. Ouais. Pas beaucoup de temps et tout le monde n'a pas forcément le budget De pour payer tous les pouvoir y mois. aller. Donc, la réflexion, elle est là. Si vous avez des idées aussi, on a des personnes sur ce podcast qui nous suivent, qui ont des idées. Nous sommes preneurs pour pouvoir apporter, excusez, pour pouvoir apporter des pistes de réflexion au gouvernement. D'accord. J'ai vu que le gouvernement a mis en place un. Alors, c'est l'Ivoirtech, si je ne me trompe pas, c'est ça? L'Ivoirtech. Le sujet de l'IA était au cœur des conversations. Comment c'est perçu, ça, au plus haut sommet de l'État? Je pense que. Oui, puisque la Ouais. Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie de l'IA Ouais. qui est pilotée par le directeur Stéphane Ouais. Koulibaly. Mhm. Mais il faut savoir que la stratégie, elle est véritablement au cœur D'accord. de toutes les réflexions du gouvernement. Nous avons participé à la mise en place de ce programme IA et de toute la stratégie IA du pays. On sait que c'est une question qui préoccupe énormément. D'accord. Ok. Donc, j'espère voir le CI20 aux avant-postes quand il faudra aller au front et justement partager tout ton savoir et ton expérience sur l'IA, notamment pour les startups. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Énorme, on a des membres du CI20 qui siègent à cette commission. D'accord, ok, entendu. On arrive presque au bout du podcast, on s'est passé très vite. Je vais te poser 10 questions rapidement, t'as une dizaine de questions, je vais essayer de faire vite. L'idée, c'est que tu me répondes un peu en mode fast track, Super. avec voilà, ton ressenti, il n'y a pas de piège, encore une fois. C'est vraiment comment tu le sens, et si tu veux argumenter ou approfondir, n'hésite pas. Ok. Parfait. Première question, c'est quoi ta plus grande fierté en tant que président du CI20 aujourd'hui? Ma plus grande fierté en tant que président du CI20, c'est l'ouverture du CI20. Ok. L'ouverture du CI20, ok, entendu. Pour toi, c'est quoi le plus gros frein actuel pour une startup ivoirienne qui souhaite se développer? Le financement. Donc, financement. avoir du financement en early stage. Ok. La compétence indispensable, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi la compétence indispensable d'un business développeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il doit comprendre, savoir pour vendre, bien vendre? Il lui faut de bons soft skills pour moi. Une startup ivoirienne qu'il faut suivre absolument? GLS. GLS. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de révolutionner la gestion des flottes.
D'accord. Tu peux nous parler rapidement de GLS parce que c'est... D'accord, donc GLS de Wilfried est une très belle start-up membre du CI20 qui est dans le cluster mobilité, D'accord. donc qui a mis en place une solution qui s'appelle Joulache, Ok. qui permet de pouvoir gérer de manière efficiente toute la flotte. Donc, il faut savoir qu'avec le phénomène de mobilité via Yango, beaucoup Mhm. d'investissements ont été faits, Bien sûr. mais derrière, ça devient chronophage de suivre l'ensemble de ces véhicules, les performances, les visites et tout ce qu'il faut. Donc, lui, avec son application, Wow. on arrive à rentabiliser sur tous ces OPEX pour pouvoir dégager beaucoup plus de marge sur ce métier. Entendu. Un secteur tech ivoirien qui est sous-estimé, qui va exploser là dans les prochaines années. Secteur tech ivoirien qui va exploser les prochaines années. Mhm. Mm, 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 mm. Le sales. Le sales. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ta plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur, c'est que ça a été quoi? Ma plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur, ça a été de confondre vitesse, précipitation et résultat. D'accord, ok. Tu étais trop impatient, c'est ça? Trop impatient. Est-ce qu'il y a une ressource que tu peux recommander sur l'entrepreneuriat, sur la tech de manière générale? Est-ce qu'il y a un livre, une émission, quelque chose que tu peux recommander qui t'a marqué ces derniers temps? Ah ben, je dirais le webinaire CIVE. Non, non, non. Juste pour faire la blague, mais tac, tac, tac. Moi, ce qui m'a marqué, il y a Reda hein, Ouais, qui est un peu comme un mentor, qui ouais, très souvent fait des essais ok. littéraires ou des posts ou des nouvelles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc Reda Benjeloun, hein? Reda Benjeloun. Ok, donc le CEO d'Hitech. Si. Et quand tu dis des posts, c'est sur LinkedIn, Il le fait sur LinkedIn, deux fois il le fait dans des journaux, il ramène les liens, mais il est super intéressant de le suivre. On rappelle que Reda est donc professeur d'entrepreneuriat. C'est ça. Il était Ouais. dans le programme HEC, mais il donne des cours à Harvard et autres. Ok. Si tu pouvais changer, si tu avais une baguette magique et tu pouvais mettre en place une loi pour favoriser l'écosystème, qu'est-ce que tu mettrais en place? Tout de suite, je donne une exonération à toutes les startups de 0 à 5 ans. Plus d'impôts, plus de TVA, plus de CNPS. Allez, utilisez cet argent pour vous développer et recruter des talents. Ça marche. Ok. Ok. Le meilleur conseil que tu as reçu durant ta formation à HEC, c'était quoi? Le meilleur conseil tourne autour de la data. Mhm. Donc, il faut savoir que rien n'est fictif, il n'y a que la data qui parle. Et peut-être dernière question, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut attendre en gros, ta vision sur l'écosystème tech ivoirien pour les prochaines années? C'est quoi un peu le cadrage et les objectifs un peu? Non, mais là, aujourd'hui, avec les belles pépites qu'on voit avec l'essor de Jamo, de Wave, de Julaya, de Sinelpay, pour parler aussi dans d'autres secteurs de la mobilité tels que Next, Yango, GLS Africa et tout, je pense qu'on verra beaucoup plus de jeunes s'orienter vers ce métier avec de belles idées. On Mhm. verra beaucoup plus d'incubateurs Mhm. se former pour pouvoir appuyer ces jeunes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un peu le hub. Mhm. Totalement. Et les investisseurs ont vu la résilience des entrepreneurs ivoiriens et veulent véritablement abonder les fonds. On le voit avec CDC Capital, Oui. qui, via la Banque mondiale, qui est aujourd'hui en train de mettre en place des financements pour ces startups. Donc oui, je pense que d'ici quelques années, on verra. Mais moi, je me dis, après avoir mené ces batailles de structuration au niveau du CI20, pourquoi pas une aventure internationale au niveau de l'Afrique francophone. Tu partirais donc dans d'autres pays, c'est ça? Avec le CI20, c'est ça? Pourquoi pas? D'accord, ok. Waouh. Waouh, merci beaucoup Alex, on arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, d'accord? En tout cas, sache que ça a été un plaisir de t'écouter. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je pense que avec ton impulsion et toute ton équipe, il y a vraiment beaucoup de choses à développer en Côte d'Ivoire. Tu l'as justement dit. On sent un marché qui est la locomotive en fait de l'Afrique francophone, de la sous-région. Et moi, je pense que c'est extraordinairement important. Aujourd'hui, il y a tous les acteurs qui sont en garde à vous pour que l'Afrique se relève et soit puissante, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est des acteurs comme toi qui ont été des entrepreneurs et
voilà, tu connais exactement le terrain et les pièges un petit peu qu'il peut y avoir, qui vont pouvoir porter cette voie-là et développer la Côte d'Ivoire, la sous-région et puis l'Afrique par la suite. Donc merci, je te laisse le mot de la fin et puis voilà. D'accord, donc moi, mon mot de la fin, c'est un mot qui rentre complètement dans la thématique, c'est la vente. Mhm. La vente, je veux dire. Et donc, moi, je vais vendre ma startup, Icon. Ok, Icon, qui est une fintech spécialisée dans la collecte de taxes digitales et dans l'administration des collectivités. Donc, par collectivité, on entend mairie d'accord. et conseil régional. Donc, on met à leur disposition une solution complètement digitale qui va leur permettre d'avoir leur assiette fiscale, donc enregistrer les contribuables, enregistrer leur activité et pouvoir dématérialiser tous les process de gestion, ressources humaines, mandats, dépenses publiques. Et donc, cette transparence permet à la mairie d'avoir de l'argent propre, direct, sans avoir besoin d'abonder des fonds via l'État et D'accord. d'impacter la vie de ses contribuables. Et donc, on a un très bel exemple à Boaké. On vous invite à visiter ce que nous faisons là-bas et grâce à vous, à être les prochains fintech dédiés au B2G. Super. Comment on fait pour te contacter, Alex, si on veut échanger avec toi, discuter? C'est quoi le meilleur moyen, finalement? Donc, moi, je pense hein, que le meilleur moyen de discuter pour moi, c'est LinkedIn. Mhm, Donc, mon profil, c'est Alex Denis, mhm. ou la possibilité d'avoir mon numéro qui s'affichera forcément en bas de cette interview. Ça marche, super. Merci beaucoup, Alex. Ça fait un plaisir. Je te souhaite bon vent pour la semaine et puis pour toute ton activité de président. Merci à toi et surtout pour cette lucane que tu offres à tous ces innovateurs de pouvoir s'exprimer. Grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Alex Denis. J'espère que ça va vous donner envie d'entreprendre, de réaliser des projets dans la tech africaine, la tech ivoirienne, dans la sous-région, sur le continent. Continuer à avoir des projets, à vendre avec impact. On a parlé du sujet sales, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast avec la Théodros School of Sales. À très bientôt.